L'avertissement était clair. Tuer des soldats américains et tout change. Maintenant, des membres des forces américaines sont morts après une attaque contre une base en Jordanie. Dans la nuit, les États-Unis ont riposté par des frappes qui pourraient n'être que le début, alors que l'administration Trump dépêche des dizaines d'avions ravitailleurs en Israël en prévision d'une possible extension de la guerre. Tout cela et plus encore dans l'édition d'aujourd'hui de Jérusalem Minute. Bon retour dans Jérusalem Minute ici sur JNS TV. Je suis à Jérusalem. Mon collègue Alex Treman voyage cette semaine. Il nous rejoint à distance. Allons-y tout de suite. Des tirs lancés par l'Iran au cours de la dernière heure en direction du golfe d'Aqaba ont déclenché des alarmes en Jordanie. En même temps, on nous dit que les FDI ont intercepté certains de ces fragments de missiles. Également pendant la nuit, 2 soldats américains ont été tués en Jordanie. Nous ne connaissons pas exactement la situation des autres personnes blessées lors de l'attaque. Un soldat est porté disparu. De plus, le département d'État américain a émis des avertissements de voyage en Israël ainsi que dans tout le Moyen-Orient. Le département d'État américain avertit les Américains de rester vigilants partout dans le monde, surtout en voyage. Alex, tant d'événements se sont produits ici ces dernières heures. Oui, tout à fait. Il y a quelques semaines, quand le président Trump a signé ce protocole d'accord, beaucoup en Israël étaient inquiets et demandaient comment arrêter maintenant. Et pourquoi pensez-vous que les Iraniens vont négocier de bonne foi avec les États-Unis? Et le sentiment ici, et je pense que nous l'avons exprimé, était que l'histoire n'était pas terminée. Et ce qui est très, très clair, c'est que non seulement l'histoire n'était pas terminée, mais qu'elle passe à son prochain chapitre, peut-être même plus rapidement que ce que nous avions tous anticipé. Nous pensions peut-être que les Iraniens allaient, vous savez, recevoir des fonds, qu'ils accepteraient d'ouvrir le détroit d'Ormuz, qu'ils n'accepteraient peut-être jamais de négocier une fin formelle de leur programme nucléaire, mais qu'ils accepteraient un accord de cessez-le-feu en échange de l'ouverture du détroit. Mais nous voilà seulement quelques semaines plus tard et les hostilités ont pris fin, mais le détroit n'a jamais été complètement ouvert. Les Iraniens ont simplement continué à essayer d'humilier le président Trump et de tester sa détermination. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant à ce sujet, c'est que vous regardez et vous voyez, comme vous l'avez mentionné, qu'il y a eu des soldats américains tués en Jordanie. Les Iraniens ont tiré partout au Moyen-Orient. Ils ont tiré sur la Jordanie, sur le Koweït. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de dégâts au Koweït. Ils ont tiré sur l'Arabie saoudite pour la première fois depuis des mois. Et le seul endroit où ils n'ont pas frappé directement, c'est Israël. Maintenant, vous avez mentionné qu'il y a eu des frappes à Aqaba. J'étais dans le train, donc j'ignore ce qui s'est passé ces 2 dernières heures, mais celles-ci viennent très probablement des Houthis, qui sont un groupe agissant pour le compte de l'Iran. Et donc, j'imagine que c'est la grande question maintenant, à savoir si l'Iran cherche à éviter Israël. Ce serait l'incarnation même de la dissuasion israélienne, non? Qu'ils ne veulent pas s'impliquer directement avec Israël parce qu'ils savent qu'Israël ira jusqu'au bout, alors qu'ils pensent que Trump pourrait ne pas aller jusqu'au bout. Et c'est ça, leur test. Vont-ils tirer directement sur Israël ou demander à leurs alliés de cesser complètement de viser Israël? Ou vont-ils adopter la stratégie qu'ils ont utilisée tant de fois dans le passé, c'est-à-dire envoyer les Houthis faire leur sale boulot en tirant sur l'Iran, envoyer le Hezbollah pour relancer les combats dans le nord d'Israël? Alex, ça se rapproche clairement ici alors qu'on voit les images d'Eilat de ces intercepteurs en train de décoller. Ce n'est plus qu'une question de kilomètres avant qu'un missile de l'Iran, des Houthis ou d'autres acteurs atterrissent en Israël. En même temps, rappelons-nous que le président Trump a dit explicitement « Si vous tuez un militaire américain, nous repartons en guerre ». Les États-Unis ont frappé ces 6 ou 7 derniers jours d'affilée, mais de façon limitée. Nous pouvons évoquer certaines cibles touchées. Vous savez, il y a clairement une intensification. 6 ponts, des voies ferrées, un aéroport. Il frappe des infrastructures, mais le président l'a bien précisé. Si vous tuez un soldat américain, encore une fois, 2 morts, un disparu. Nous ignorons son statut et ce sera une guerre totale. Eh bien, voyons, vous savez, le président emploie un langage très agressif dans tous les sens, non? Quand il menaçait de faire la guerre, il affirmait que tout exploserait et qu'on les renverrait à l'âge de pierre. Mais lorsqu'il souhaite négocier, il affirme qu'ils sont gentils et faciles à gérer. Donc, il n'utilise pas dans toutes ses communications publiques un langage qui vous dit vraiment où il en est. Vous voyez, c'est tout et n'importe quoi. C'est soit une tactique de négociation d'un côté
et il aime déstabiliser ses ennemis et je dirais même ses alliés avec, vous savez, ce que je qualifierais de style de négociation un peu fou, qui consiste à garder tout le monde sur le qui-vive. Vous voyez? Et aussi, il mène cette stratégie de diversion avec la presse et les médias, les obligeant à suivre chacun de ses mouvements, ce qui a toujours été sa stratégie. Et la façon dont il fait cela, c'est simplement en disant des choses ridicules, presque absurdes, de façon régulière. Donc, vous savez, il est difficile de savoir exactement ce qu'il veut faire, mais clairement, comme vous l'avez mentionné, j'ai lu que ça fait déjà 8 nuits d'affilée. Ils frappent pour les infrastructures, les centrales électriques, les ponts, des choses comme ça qu'ils avaient dit être la prochaine étape. Ils le font. Je pense qu'ils ont déjà frappé des centaines de cibles, sauf erreur. Donc, cela signifie qu'ils avancent avec des frappes certes limitées par rapport à une posture de force maximale. En même temps, nous entendons que les États-Unis déplacent des avions de chasse dans la région, ce qui signifie que cela pourrait n'être que la première salve de quelque chose de bien, bien plus important. Maintenant, il se peut que cela fasse partie de la tactique de négociation, frapper fort, menacer de frapper beaucoup, beaucoup plus fort, et peut-être qu'à ce stade, les Iraniens accepteront un accord. Maintenant, les Iraniens pourraient être aussi, ce qu'ils pourraient très bien faire, c'est, vous savez, faire semblant de vouloir un accord, en gros, encore une fois, pour dire, et nous voulons un accord, nous voulons un accord. Vous savez, parlons encore une fois. D'accord, cette fois, vous nous avez eu, vous nous avez frappé fort. D'accord, maintenant, nous sommes vraiment prêts à discuter. Et ensuite, ils retournent à la table des négociations. Et on voit simplement ce schéma se développer et se répéter où ils disent, d'accord, nous allons négocier, mais ils continuent de tester la détermination des États-Unis, la force des États-Unis, la volonté des États-Unis, parce qu'ils ont la volonté et ils ont le temps. Vous savez, ils ont été frappés. Ils peuvent être frappés à nouveau. Vous savez, leur seule option, c'est soit d'essayer d'humilier les États-Unis, soit de se faire bombarder et d'être renvoyés à l'âge de pierre. Vous savez, ils sont prêts à jouer toutes les cartes entre ces deux extrêmes. On a toujours affirmé que les Iraniens ne négocient pas de bonne foi, c'est leur style. On l'a évoqué la semaine dernière dans l'émission. Et maintenant, vous commencez à voir que nous pourrions foncer droit vers ce qui serait le début de la prochaine phase de combat majeur. Encore une fois, l'élément le plus intéressant ici est que jusqu'à présent, Israël n'a pas été une cible ni du côté de ceux qui essuient les frappes, même si cela pourrait changer. Et ils ne sont pas non plus du côté des attaquants, les États-Unis préférant pour l'instant garder Israël en dehors de tout cela, car lorsqu'Israël reste à l'écart, cela signifie qu'ils peuvent mieux contrôler l'évolution de la situation pour toutes les parties. Si Israël intervient, ils feront tout pour mettre fin à ce régime et rien ne les arrêtera tant que ce ne sera pas fait. Alex, tu as parlé des avions de chasse en route vers la région. En même temps, on nous dit que les avions ravitailleurs américains sont en fait en route vers Israël à cette heure-ci. Oui, il y a eu tout un débat intérieur autour des avions ravitailleurs. Quiconque a pris l'avion pour Israël au cours des derniers mois a remarqué qu'il y avait jusqu'à 50, 75 avions ravitailleurs, tu sais, stationnés à l'aéroport Ben Gurion. C'est une scène très étrange parce que d'habitude, quand tu arrives, ben, tu vois des avions commerciaux, tu sais, les compagnies low cost d'Europe garés sur les parkings loin du terminal. On te transporte en bus vers l'avion car les compagnies low cost n'ont pas d'emplacement au terminal, mais louent un espace sur le parking. Toutes ces places de parking ont été prises par des avions de ravitaillement et donc la ministre des Transports, Mary Regev, et d'autres poussaient les États-Unis à déplacer leurs avions de ravitaillement hors de l'aéroport commercial Ben Gurion et à les transférer vers des bases aériennes. Parce que les compagnies aériennes sont désormais prêtes à reprendre leurs activités, mais il n'y a pas de place pour qu'elles se garent. Et il y avait en gros Des menaces des autorités aéroportuaires affirmant que jusqu'à 50 000 les vols pourraient être annulés. Les Israéliens qui n'ont pas pu voyager vers de nombreuses destinations pendant 3 ans de guerre se retrouvent soudainement à l'étranger maintenant que la guerre est finie, moi y compris, cherchant à partir. Et toutes les places à l'aéroport étaient prises. Il y a donc eu un accord. On pouvait laisser 20 avions ravitailleurs à Ben Gurion. Le reste doit être déplacé. Mais maintenant, avec cette escalade quelque peu dramatique, on voit non seulement que les États-Unis ne déplacent pas les avions, mais qu'ils en amènent même davantage. Alex, en même temps, plus tôt cette semaine, le président Trump a annoncé qu'il rétablissait le blocus naval sur les navires et ports iraniens dans le détroit d'Ormuz. En même temps,
L'Iran affirme contrôler le détroit et décider quels navires peuvent passer par le détroit d'Ormuz. Quelles sont les dernières informations que vous avez entendues concernant qui contrôle réellement le détroit? Parlons de l'importance du fait que le président Trump affirme à nouveau que le détroit est fermé. Le blocus va reprendre. Oui, je ne pense pas que nous sachions vraiment qui contrôle le détroit d'Ormuz en ce moment. Ce que nous savons, c'est que l'Iran cible à nouveau des navires à l'intérieur du détroit. Oman a proposé, vous savez, un passage au sud. Les États-Unis essaient de déminer le détroit. Il y a eu des menaces ou des affirmations selon lesquelles l'Iran aurait ciblé des navires ou que des navires auraient heurté des mines. Les États-Unis et le CENTCOM disent que ce n'est pas vrai, mais en gros, en ce moment, le détroit n'est effectivement pas ouvert et les deux parties disent qu'il n'est pas ouvert. L'Iran dit qu'il n'est pas ouvert et les États-Unis disent qu'ils imposent à nouveau un blocus à l'Iran. Actuellement, deux parties affirment que cette voie navigable est la plus importante. Par laquelle transitent 20 du pétrole et du gaz mondiaux n'est effectivement pas ouverte. Et les deux parties disent essentiellement que le protocole d'accord, dont le principal objectif était d'ouvrir ces détroits en échange d'un cessez-le-feu, est maintenant violé parce que, d'une part, les détroits ne sont pas ouverts, et d'autre part, l'Iran et les États-Unis tirent tous les deux. Alex, tu as mentionné qu'à ce stade, Israël n'est pas impliqué, mais le Premier ministre Netanyahou a envoyé cette semaine un message clair. Si Israël est attaqué, la réponse sera sévère. Il a dit que ce ne sera pas une répétition de ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce sera un événement complètement différent. Regardons l'extrait du Premier ministre. Je dis ceci aux Iraniens, n'ayez pas peur de nous. Si nous sommes attaqués, nous répondrons avec force. Mais ce ne sera pas une répétition, ce sera un événement complètement différent. Alex, qu'est-ce que tu penses de cet extrait? Eh bien, je pense que ce que le premier ministre essaie de faire, c'est de mettre en place une dissuasion. Et c'est vraiment ce que tu veux. Et c'est très intéressant. Tu sais, tout le monde parle du fait qu'Israël en fait toujours un peu trop. Et même le président Trump a dit que Bibi va parfois un peu trop loin. Et j'essaie de le freiner. Et fondamentalement, qu'est-ce que le premier ministre essaie de faire? D'un côté, il essaie de repousser le Hamas et d'éliminer leurs capacités. C'est la même chose avec le Hezbollah. Vous essayez essentiellement de créer un effet dissuasif. Si l'Iran, à ce stade, ne veut pas entrer en confrontation avec Israël, ne veut pas tirer directement sur Israël, alors qu'Israël est celui qui a commencé cette guerre, n'est-ce pas? Vous savez, en ce moment, sur la place de la Palestine, à Téhéran, il y a des photos de Trump et de membres de sa famille dans des cercueils, et tout le monde dit qu'on va tuer Trump. Mais si vous regardez ce qui s'est réellement passé le premier jour de cette guerre en février, qui a réellement éliminé le guide suprême Khamenei? C'était Israël. D'accord, c'est Israël qui l'a fait avec le soutien total des États-Unis, qui ravitaillait peut-être les avions, mais c'est bien Israël qui a mené l'attaque. Et pourtant, ici, vous voyez que l'Iran hésite beaucoup à attaquer Israël. Maintenant, cela ne veut pas dire que la dissuasion va tenir. Je ne veux pas prédire maintenant qu'Israël va rester en dehors de cette guerre. Je ne veux pas prédire que l'Iran ne va pas tirer sur Israël. Je ne veux pas prédire que les proxys iraniens ne vont pas tirer sur Israël. Mais en attendant, ici, au moins pendant ces 8 jours depuis que les États-Unis ont repris les frappes, Israël a effectivement dissuadé l'Iran de tirer directement sur lui. Et il est possible, très possible, que cette dissuasion tienne. Alex, passons à autre chose. Il y a eu une interview importante cette semaine. Je parle du vice-président J.D. Vance qui a participé pendant près de 3 heures au podcast The Joe Rogan Experience, un podcast très populaire, l'un des plus populaires au monde. Le vice-président Vance a fait certaines de ses remarques publiques les plus incisives à ce jour concernant la relation entre les États-Unis et Israël. Regardons cet extrait. Mais je sais, sans l'ombre d'un doute, qu'il y a eu des personnes au sein du gouvernement israélien qui essaient en fait de nous faire changer de politique parce qu'elles veulent poursuivre la campagne militaire. Il y a certaines personnes dans leur système, nous le savons sans l'ombre d'un doute, qui manipulent et essaient de changer l'opinion publique américaine pour que la guerre continue indéfiniment. Encore une fois, pas vers un objectif précis, mais simplement indéfiniment. Donc, il y a eu cette interview de J.D. Vance, critique envers la relation entre les États-Unis et Israël, soulevant toutes sortes de questions, y compris les dossiers Epstein, affirmant qu'il y avait un lien avec les plus hauts niveaux du renseignement israélien concernant ce qui se passait avec Jeffrey Epstein.
Commençons, si possible, par la relation globale entre les États-Unis et Israël, selon le point de vue du vice-président américain. Eh bien, je pense qu'il est très clair que le point de vue du vice-président est très similaire à celui que vous voyez à l'aile droite du Parti républicain. Le côté de Tucker Carlson qui dit essentiellement qu'Israël dicte sa conduite aux États-Unis. Maintenant, ce que Vance n'a pas fait, c'est d'aller dire que, vous savez, ce n'était pas dans l'intérêt de l'Amérique d'être dans cette guerre. Le vice-président a continué de dire que c'était dans l'intérêt de l'Amérique parce que s'il disait que c'était seulement dans l'intérêt d'Israël et pas dans celui des États-Unis, il sacrifierait son patron, le président des États-Unis. Donc, il ne fera pas ça. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a déclaré qu'il y a une industrie organisée, une industrie bien financée, qui essaie de convaincre Vance et d'autres que la guerre ne doit pas se terminer et qu'elle doit continuer indéfiniment. Et qu'il y a en fait des leaders d'opinion conservateurs qui ont été engagés et payés par Israël afin de mener une campagne pour pousser les législateurs américains à poursuivre la guerre. Et le problème ici, c'est qu'il y a des éléments de vérité là-dedans, n'est-ce pas? Mais relier tous les points ensemble est incorrect, n'est-ce pas? Donc, en gros, est-ce qu'il y a des Israéliens qui ne voulaient pas que la guerre s'arrête? Absolument. Le Premier ministre, peut-être le ministre des Affaires étrangères et d'autres responsables en Israël, ont-ils dit très clairement aux États-Unis qu'ils préféraient que la guerre continue? Absolument, ils l'ont dit. Pourquoi? Parce que l'objectif israélien de la guerre est de voir un changement de régime. Et ce que vous voyez ici maintenant clairement, c'est que plusieurs semaines plus tard, le guide suprême est parti. On ne sait pas où est le fils du guide suprême. Quelqu'un tweet au nom du fils du guide suprême. Mais en réalité, celui ou ceux qui gouvernent le pays en ce moment s'inscrivent dans la continuité du même régime. Donc, il n'y a pas eu de véritable changement de régime et Israël veut un changement de régime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Israël a été profondément choqué. Vous savez, je l'ai vu de la bouche même du Premier ministre. Israël a été choqué de voir des démarches en cours pour négocier un protocole d'accord, un cessez-le-feu, une fin du conflit. Vous savez, il avait le sentiment que cela laissait l'Iran dans une position très dangereuse avec la possibilité de se précipiter à nouveau vers l'arme nucléaire, d'essayer de restaurer ses missiles balistiques. Et c'est comme un tigre en cage en colère maintenant. Il est clair que les Israéliens voulaient prolonger la guerre, mais le Premier ministre répétait, c'est l'intérêt américain. Et je crois aussi que le Premier ministre d'Israël a compris en entrant dans cette guerre qu'en gros, il y avait, même si ce n'était pas parfaitement défini, je ne crois pas que cela ait été défini dans le temps, mais il y avait un principe général, 5 à 6 semaines de soutien aérien américain pour frapper tous les sites qu'Israël voulait, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'Israël voulait la poursuite de la guerre? Oui, sans doute. Est-il prêt à reprendre? Clairement, ils l'ont affirmé. Le Premier ministre permet à l'Amérique de garder Israël en réserve, mais Israël a déjà les plans de bataille prêts. Ils l'ont dit. Ils disent, Yahoo, qu'ils sont prêts à intervenir à tout moment. Maintenant, qu'est-ce qu'Israël a fait en termes de campagne organisée? Israël a engagé Brad Pascal, qui est un expert des médias conservateurs. Il l'a engagé il y a plusieurs mois, même avant que cette guerre ne commence. Et le but de la campagne était, vous savez, comment Israël continue d'améliorer son image aux yeux des conservateurs américains. Parce que ce que vous voyez ici avec les commentaires de J.D. Vance, avec les commentaires de Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes, Joe Rogan, Joe, dans une certaine mesure, Alex Jones, Steve Bannon, c'est qu'il y a une campagne pour essayer de détourner ceux qui seraient des soutiens fidèles d'Israël, à savoir les chrétiens évangéliques aux États-Unis. Israël constate que, surtout chez les jeunes, il y a un éloignement vis-à-vis d'Israël. Et cela est en partie dû à l'afflux massif de faux comptes sur TikTok, Instagram, YouTube et d'autres plateformes qui influencent l'opinion publique. Cela est aussi lié au campus universitaire et à la manière dont ils enseignent aux jeunes à adopter une vision révisionniste du Moyen-Orient et à détester Israël. Ils voient Israël comme les colonisateurs, les occupants, l'apartheid comme l'auteur d'un génocide. Voilà comment les jeunes perçoivent Israël. Et il se peut que J.D. Vance regarde les jeunes et se dise, ce sont mes futurs électeurs. Alors je vais maintenant me plier à eux. Mais Pascal a essentiellement été engagé pour essayer de reconvaincre les Américains de soutenir Israël même avant que cette guerre ne commence.
Et maintenant, là, ce que fait Vance, c'est qu'il change un peu les règles du jeu et dit qu'Israël a engagé Pascal afin de convaincre Vance et d'autres qu'il ne devrait pas mettre fin à la guerre. Et franchement, ce n'est tout simplement pas vrai. Ce n'est pas la première fois. C'est en fait peut-être la troisième, quatrième ou cinquième fois que J.D. Vance a eu l'occasion de vraiment mettre fin à cette question de divergence entre Israël et les États-Unis. Et il continue simplement à répéter ce schéma en disant qu'Israël, comme le Qatar, comme la Chine, comme tous les autres pays, essaie d'influencer la politique américaine. Et c'est assez dangereux pour Israël ce qu'il fait. Mais à ce stade, je ne vois pas comment cela va s'arrêter. Oui, Alex, la réaction aux propos de Vance a été plutôt mitigée. Certains, dont le sénateur Tom Cotton, déclaraient ignorer toute information sur une opération israélienne bien financée pour influencer l'opinion publique. Il y avait certains commentateurs de Fox qui n'étaient pas d'accord avec Vance, il y en avait d'autres qui étaient d'accord avec lui, et puis il y a eu le porte-parole de la Maison-Blanche à qui on a demandé si le président était d'accord avec J.D. Vance concernant la question de savoir si Israël essayait ou non de manipuler l'opinion publique américaine. Voyons ce que dit le porte-parole de la Maison-Blanche. À propos de l'Iran, la vice-présidente J.D. Vance était invitée hier sur ce podcast avec Joe Rogan, où elle a parlé d'Israël et a déclaré cela. Il y a certaines personnes dans leur système que nous connaissons, sans l'ombre d'un doute, qui manipulent et essaient de changer l'opinion publique américaine pour que la guerre continue indéfiniment. Est-ce que la présidente est d'accord avec cette affirmation? Je pense que la présidente serait certainement d'accord pour dire que oui, des pays étrangers essayent effectivement d'influencer l'opinion publique américaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que c'est simplement un fait élémentaire. Alex, le vrai problème ici, c'est le président Trump. Penses-tu qu'il adhère à ce stade à l'opinion de J.D. Vance? Nous avons parlé de ces deux camps au sein de la Maison-Blanche. J.D. Vance d'un côté, Rubio et Pete Hegseth de l'autre. Selon toi, quelle est la position du président en ce moment? Son vice-président pourrait devenir candidat à la présidence dans 2 ans. C'est vraiment important. Oui, je crois que le président tente de ménager les deux camps. Et tu vois, tu sais, il a pris un risque en soutenant Vance quand Vance, Kushner et Witkoff sont venus voir le président et ont dit, nous pouvons négocier une fin à cette crise. Maintenant, évidemment, les sondeurs du camp conservateur dans l'équipe du président lui disent qu'il ne veut pas aborder les élections de mi-mandat avec une guerre en cours. Il veut y aller avec une victoire. Et tu sais, pourtant, Kushner et Witkoff négocient un cessez-le-feu et ils lui disent que la seule solution est de négocier un cessez-le-feu. Et Vance a pris un risque en allant diriger ces négociations. Tu sais, on découvrira plus tard si Marco Rubio a refusé cette mission. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Rubio, qui était le secrétaire d'État, aurait refusé la mission de négocier avec les Iraniens. Vance l'a accepté. Maintenant, Vance a pris un risque ici. Et tu sais, au final, je pense que ça peut vraiment se retourner contre lui. On l'a déjà dit plusieurs fois, je le répète ici. J'ai dit lors de la conclusion du cessez-le-feu, avoir confiance en 3 choses. Je fais confiance à le désir de nos ennemis d'être nos ennemis. Et vous voyez les Iraniens continuer à adopter ce qui est, à mon avis, le comportement le plus prévisible de leur part. Deuxièmement, je ne dirais pas d'ailleurs, pour le premier point, que le comportement prévisible est le comportement rationnel, n'est-ce pas? Parce que les gens ont toujours dit que les Iraniens sont rationnels. Ils montrent clairement qu'ils ne sont pas prêts à agir de façon rationnelle, mais ils sont des acteurs prévisibles parce qu'ils vous disent quel est leur système de croyance. Beaucoup d'Occidentaux refusent d'écouter ce qu'ils disent, ce qui est problématique. Il faut écouter ses ennemis. Deuxièmement, vous faites confiance à la capacité du premier ministre à gérer des crises très difficiles. Et vous savez, j'ai passé du temps avec un haut responsable qui est chargé d'une grande partie de la relation entre les États-Unis et Israël. Et il m'a dit que Netanyahou, parmi tous les candidats au poste de premier ministre d'Israël en ce moment, est de loin celui qui est le mieux placé pour comprendre Trump culturellement, pour comprendre comment travailler avec lui. Parce que, comme nous l'avons mentionné, vous savez, il peut changer d'avis. Cela fait partie de ce qu'il faut comprendre chez Trump. Netanyahou comprend Trump. Quelqu'un comme Bennett ou Eisenkot dans cette situation ne comprendra même pas à qui il a affaire. Mais Netanyahou a étudié Trump, a travaillé et accompli des choses avec lui. Il a surmonté des obstacles avec lui, est revenu, les a contournés et a appris à gérer la situation. J'ai confiance dans la capacité du premier ministre à gérer des situations complexes sous plusieurs administrations et face à de nombreux ennemis. Il faut aussi compter sur l'ego de Trump.
Et les Iraniens essaient absolument d'humilier le président encore et encore. Et le président a un ego, un gros ego. Et si cela signifie qu'il va sacrifier Vance et ses négociations, il pourrait le faire. Parce qu'au final, il ne va pas se laisser battre par les Iraniens, alors que c'est lui-même qui a dit que les Iraniens n'ont jamais gagné une guerre, mais n'ont jamais perdu une négociation. L'auteur de l'art de la négociation ne va pas se laisser surpasser par les Iraniens dans une négociation. Alex, avançons si tu veux bien. Tu es à Rome, en Italie, où se tiennent 7 semaines des négociations entre Israël et le Liban en vue d'un accord de normalisation. D'après ce que je comprends, tu possèdes des informations directes sur ces négociations. Il serait important de les partager avec notre public. Eh bien, j'ai effectivement parlé à certains hauts responsables israéliens qui ont participé directement aux négociations alors que j'étais à Rome, juste après la fin de ces négociations. Et je pense que ce qui m'a vraiment marqué lors de ces conversations, c'est que les négociations se sont déroulées dans une ambiance très, très amicale, dans laquelle il est entendu qu'Israël et le Liban ont exactement le même objectif, essayer de voir le Hezbollah éliminé. Vous savez, il y a eu un accord préliminaire conclu il y a quelques semaines dans lequel, pour la première fois, le Liban a en fait validé la présence militaire d'Israël dans le sud du Liban. Maintenant, vous avez vu des déclarations publiques de responsables libanais disant qu'ils veulent qu'Israël quitte le Liban le plus rapidement possible. Maintenant, rappelez-vous qu'il y a plusieurs factions au sein du gouvernement libanais, y compris le président du Parlement libanais, qui est un chiite étroitement lié au Hezbollah. Donc, il a fait des déclarations très agressives. Le président Aoun marche sur une corde raide. Il essaie de maintenir un gouvernement uni. Il veut certainement que le Hezbollah parte, mais il est en fait menacé par le Hezbollah. Ce qui est intéressant, c'est qu'Aoun va cette semaine rencontrer le président Trump. C'est une rencontre historique, la première fois qu'un président libanais se rend à Washington depuis 2009. Je sais que le premier ministre Netanyahou espérait en fait obtenir une rencontre avec le président à Washington avant la réunion d'Aoun et envisageait de venir pour les funérailles de Lindsey Graham. Il semble que ces funérailles aient été reportées au 28 juillet. Ainsi, la visite du président à Washington n'aura lieu qu'après celle d'Aoun. Nous ignorons ce que cette visite donnera. Il est évident qu'Aoun va probablement vouloir obtenir un certain financement pour réparer les infrastructures endommagées par Israël lors de sa vaste campagne aérienne contre le Hezbollah. Mais Israël et le Liban ont tous deux un intérêt commun à voir le Hezbollah affaibli. Donc, nous devons voir où vont mener ces négociations. Et je pense qu'il est aussi important de souligner que même si Marco Rubio, le secrétaire d'État, ne voulait pas ou n'est pas inclus dans les négociations entre Israël et l'Iran, c'est Rubio. C'est en fait le principal Américain qui a été derrière l'initiative de négocier entre le Liban et Israël. Et il est déjà rapporté, et j'ai eu la confirmation qu'il y aura une nouvelle série de négociations provisoirement prévues pour le 4 août, une fois de plus à Rome. Et il est important de noter que ces négociations ont lieu à Rome. Les deux parties voulaient que les négociations aient lieu un peu plus près du Moyen-Orient plutôt qu'aux États-Unis où se sont déroulées les premières séries de discussions. Mais les deux parties, Israël et le Liban, estiment qu'en gros, l'Italie est utile aux deux pays. Ce qui serait différent si ces négociations avaient lieu en France, où la France est clairement du côté du Liban, et je pense qu'elle est encore plus du côté du Hezbollah et très opposée à Israël. Donc, Israël et le Liban se sentent tous les deux à l'aise d'avoir ces négociations à Rome. Il semble qu'une nouvelle série de négociations aura lieu, car je pense que les deux parties pourraient aboutir à une véritable normalisation à l'avenir. Cela peut inclure une coopération économique, une coopération en matière de défense, et peut-être, à long terme, cela pourrait même inclure des touristes traversant la frontière dans les deux sens. Alex, des rapports suggèrent que le Premier ministre Netanyahou pourrait bientôt rencontrer le président Trump aux États-Unis. En même temps, si le Premier ministre Netanyahou se rend à New York en septembre pour assister à l'Assemblée générale de l'ONU. Vous avez le maire de New York, Zohar Mamdani, qui se demande s'il peut éventuellement arrêter le Premier ministre Netanyahou s'il devait entrer dans la ville de New York. De plus, Mamdani affirme qu'il pense que Netanyahou devrait être à La Haye. C'est un criminel de guerre,
Regardons cet extrait. Je crois que le Premier ministre Netanyahou devrait être à La Haye. C'est un criminel de guerre qui a été inculpé par la Cour pénale internationale. Et vous constaterez que c'est une opinion partagée par beaucoup, simplement à cause des conséquences de ses actions au cours de ces dernières années. J'ai également dit que je suivrai les lois que nous avons ici à New York, car je crois qu'il est important, en tant que dirigeant de notre ville, de respecter la loi, et c'est ce que je compte faire. C'est-à-dire, je suis désolé, je ne comprends pas ce que cela signifie. C'est-à-dire que tout ce que la loi m'autorise à faire à New York, c'est ce que nous ferons, mais nous n'écrirons pas nos propres lois à cette fin. Qu'est-ce que la loi vous permet de faire? C'est une discussion en cours avec notre service juridique pour voir quelles sont les possibilités que nous avons ici dans notre municipalité. Alex, est-ce réaliste de penser que le Premier ministre Netanyahou serait arrêté s'il se rend à New York en septembre? Je pense qu'il est vraiment instructif de regarder les tweets de Mike Waltz, qui est l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, si nous pouvons les afficher à l'écran. Mais Waltz dit en gros que ce que fait Mamdani, c'est du théâtre politique. Et il explique que les États-Unis ne sont pas signataires de la Cour pénale internationale. C'est comme Israël, les États-Unis ne font pas partie de ce tribunal fantoche qui est la Cour pénale internationale. Vous savez, d'autres font remarquer qu'il n'y a eu pratiquement aucun procès. Il n'y a pas eu de verdict, n'est-ce pas? Il y a simplement eu, vous savez, une demande de mandat d'arrêt. Et pendant ce temps, il n'y a pas de juridiction parce que les États-Unis n'en sont pas membres et ne relèvent pas de cette juridiction. Et le deuxième point, c'est que si le Premier ministre vient à New York pour s'exprimer aux Nations unies, les chefs d'État bénéficient de l'immunité diplomatique pour prendre la parole aux Nations unies. Ainsi, au fil des ans, des dirigeants iraniens ont pris la parole aux Nations unies. Des dirigeants palestiniens sont également venus s'exprimer aux Nations unies parce que l'ONU offre essentiellement une immunité diplomatique aux chefs d'État et Netanyahou est certainement un chef d'État. Donc, Waltz appelle ça du théâtre politique. Le Premier ministre a toujours apprécié, chaque fois que c'était possible, la possibilité de venir à la tribune des Nations unies pour présenter la cause d'Israël au monde. C'est un endroit que Netanyahou connaît très bien. Il a été ambassadeur d'Israël auprès des Nations unies. C'est l'une des premières étapes de sa carrière diplomatique. L'année dernière, il y a pris la parole. Donc, je pense que si le calendrier le permet, c'est très compliqué cette année, le calendrier, à cause des fêtes juives et de la fête de Sukkot qui tombe justement pendant cette semaine de haut niveau aux Nations unies. Mais vous savez, il faudra voir si le premier ministre ira, mais certainement Mamdani n'a aucune autorité pour arrêter le premier ministre. Et j'ai aussi entendu d'autres New-Yorkais dire que, eh bien, vous savez, le JCCRC, en fait, l'un des groupes juifs à Manhattan, qui est probablement un groupe très libéral, disait que le maire est censé s'occuper des questions intérieures et on n'engage pas, on n'élit pas un maire d'une ville pour s'occuper de la politique étrangère. Ce n'est tout simplement pas le domaine d'un maire. Et donc, comme l'a dit Mike Waltz, ce n'est littéralement rien d'autre que du théâtre politique. Alex, il nous reste un sujet cette semaine, la relation États-Unis-Israël. La Chambre a rejeté une proposition visant à réduire l'aide militaire à Israël. Même si cela a été rejeté, il est troublant de voir les chiffres ici. Ils étaient 314 à voter contre l'arrêt de l'aide militaire à Israël. 104 ont voté pour cette mesure, 10 membres se sont abstenus. Donc, nous avons ici une situation où, oui, le vote a échoué. Mais cela étant dit, il y avait quand même 104 personnes, je crois, la grande majorité venant du Parti démocrate, qui ont voté contre l'aide militaire américaine à Israël. Je ne parle pas non plus d'un scénario où Israël accepte de couper l'aide militaire, ce n'était pas l'objectif. Le message qu'ils envoyaient, c'est qu'ils ne soutiennent pas les mesures défensives d'Israël à Gaza et au Liban. Ils les jugent offensives et voient cela comme une aide offensive. Oui, avant tout, si vous regardez le nombre total de voix, je veux dire, C'était massivement en faveur de l'aide militaire à Israël, n'est-ce pas? Il y avait 304 voix pour environ une centaine contre. Euh, Pratiquement tous les républicains, d'après ce que j'ai vu lors du vote, ont voté en faveur de l'aide. Je pense qu'il y avait peut-être, vous savez, un seul dissident chez les républicains. Quelques-uns ont voté présent. Mais en gros, l'écrasante majorité des républicains veut que l'aide militaire à Israël continue.
Et environ la moitié des démocrates ont voté contre l'aide militaire, ce qui est peut-être quelque peu encourageant. Seule la moitié des démocrates ne veut pas qu'il y ait une aide militaire. Maintenant, ce que je pense que vous pouvez supposer, c'est qu'il pourrait y en avoir un plus grand nombre. Ces chiffres augmentent. Et à chaque nouveau vote, vous pourriez voir de plus en plus de démocrates voter contre l'aide militaire et vous pourriez voir de plus en plus de républicains voter contre l'aide militaire. Et cela nous ramène en quelque sorte à l'un des premiers sujets que nous avons abordés ici, à savoir les commentaires de J.D. Vance, n'est-ce pas? Donc, ce que vous voyez, c'est que Vance lui-même semble, vous savez, pencher ou s'orienter vers cette vision des républicains qui, en fait, voterait contre l'aide militaire. Il semble défendre ce point de vue de manière très subtile, mais très importante, à savoir que la question de l'aide militaire, vous savez, reste ici un grand point d'interrogation. Donc, vous savez, c'est vraiment cela qu'il faudra surveiller à l'avenir. Encore une fois, c'est une situation difficile. Je pense que pour le premier ministre d'Israël, il doit déjà comprendre la situation et reconnaître que de moins en moins d'Américains veulent qu'une aide militaire soit accordée à Israël. Même si les arguments en faveur de l'aide militaire à Israël sont très solides pour les États-Unis, et j'encourage tout le monde à écouter et à lire certains des écrits de Yoram Edinger, qui, selon moi, défend cette cause mieux que quiconque, c'est que l'aide militaire à Israël est en réalité une aubaine pour les États-Unis en termes de ce que les États-Unis reçoivent réellement en retour de cette relation. Je sais que Ron Dermer, ex-ambassadeur aux États-Unis et ex-ministre des Affaires stratégiques, a toujours dit que l'argument est facile à présenter, mais que peu y parviennent. Le bénéfice que les États-Unis en retirent vaut bien plus que les 38 milliards de dollars versés sur 10 ans. Et l'aide que les États-Unis accordent à Israël est bien inférieure au montant dépensé pour les bases américaines dans les pays de l'OTAN, en Europe ou en Corée du Sud ou au Japon ou dans d'autres endroits. Et Israël agit en fait comme la base militaire avancée des États-Unis en Israël. Donc, vous savez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'aide militaire profite aux États-Unis. Mais à ce stade, alors qu'Israël devient une puissance économique, il est temps de prendre la température et d'éviter que démocrates ou républicains disent qu'Israël ne devrait pas recevoir cette aide. Israël devrait dire, écoutez, formons un autre type de partenariat, que ce soit un fonds de défense commun auquel les États-Unis et Israël contribuent tous les deux afin de développer des solutions pour, disons, les missiles en approche comme le dôme de fer qui a été développé conjointement. Il pourrait y avoir beaucoup de possibilités de partenariat militaire entre les deux pays, mais à ce stade, Israël n'a plus besoin d'être du côté des bénéficiaires de l'aide. Et j'espère seulement que le premier ministre va très rapidement aller dans cette direction. Le premier ministre a récemment déclaré, vous savez, qu'il souhaite voir cette aide supprimée progressivement sur une période de 10 ans. Vous savez, je pense qu'il faudrait envisager de la supprimer progressivement sur une période d'1 an et d'y mettre fin. D'accord, peut-être que pour le budget 2027, d'accord, on va encore s'en occuper. Nous la supprimerons progressivement, mais il faut se passer de l'aide militaire, modifier la relation et ajuster le budget. 3,8 milliards de dollars pour une année, c'est moins de 2% du budget israélien. Israël doit donc trouver comment obtenir cet argent. Mais en même temps, ce que vous voulez vraiment garantir, c'est que la vente d'armes à Israël, même à plein tarif, soit assurée. Et ce que vous avez eu, c'est même certains démocrates qui disent, vous savez, n'allez même pas vendre d'armes. Donc, vous avez ces deux questions. La première concerne l'aide militaire, où vous voyez une centaine de membres du Congrès voter contre l'aide militaire, mais vous voyez aussi quelques dizaines de membres du Congrès dire de ne même pas leur vendre d'armes. C'est une menace bien plus grave que la question de l'aide militaire. À suivre, Alex, c'est tout le temps dont nous disposons cette semaine. J'espère te revoir ici à Jérusalem la semaine prochaine dans Jérusalem Minute. Je suis Josh Aston, correspondant pour JNS. Alex Treyman est PDG de JNS. Merci à l'équipe en coulisses de JNS TV. Envoyez-nous un super merci, abonnez-vous et assurez-vous de visiter jns.org pour toute l'actualité de dernière minute d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. On se retrouve la semaine prochaine ici sur Jérusalem Minute sur JNS TV.